Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Le 29 décembre 1998. Nous sommes dans le secteur nord-est de la ville. Pour les employés et les clients d'une banque du quartier, la journée commençait comme toutes les autres. Ils ne savaient pas qu'un homme qui avait déjà dévalisé une banque plus tôt le même jour se préparait à commettre un autre retrait. Le voleur s'approcha de la caissière et lui demanda de lui donner l'argent de son tiroir-caisse. Formée pour obéir aux ordres des voleurs et éviter tout affrontement dangereux, la caissière donna au voleur ce qu'il lui demandait et même plus. Elle lui glissa une liasse d'argent qui contenait un sachet d'encre. Le voleur partit aussi silencieusement qu'il était entré. La nouvelle fut transmise au poste de police du quartier. Comme les vols de banque sont des crimes de compétence fédérale, on avisa également le FBI. Les agents spéciaux Scott Campbell et John Tanberg du bureau du FBI d'Albuquerque répondirent à l'appel. Cela commença comme une enquête ordinaire pour l'agent Tanberg. Il y a énormément de vols de banque à Albuquerque. À la fin des années 90, il y en avait entre 90 et 100 par année. Mais cette affaire semblait particulière. Les agents apprirent que le voleur affichait un calme surprenant. La plupart des personnes présentes dans la banque ne se sont pas rendues compte qu'il y avait eu un vol. Il n'y avait pas eu d'agitation ou ce que l'on voit à la télé d'habitude comme des coups de feu et des gens qui crient. Les employés n'avaient rien noté de particulier chez le voleur. On nous l'a décrit comme un homme blanc, possiblement d'origine hispanique. Il avait les cheveux foncés, était de stature moyenne et portait des lunettes fumées. Il était bien coiffé, portait une casquette et des vêtements qui ne sortaient pas de l'ordinaire. Le voleur était simplement entré dans deux banques le même jour, avait pris l'argent et était reparti. Il n'avait laissé aucune empreinte, aucun indice ni image de lui. Le FBI ne disposait de rien pour l'identifier. On ne disposait guère d'informations pour avancer. On ne croyait pas que ce type avait déjà dévalisé d'autres banques d'Albuquerque. On ne parvenait pas à le relier à d'autres crimes qui avaient été commis dans le passé. Dans notre esprit, ce type n'était peut-être que de passage. Les agents se dispersèrent dans le secteur et interrogèrent toutes les personnes qui vivaient près de la banque. Ils cherchaient quelqu'un qui aurait vu le voleur et qui pourrait l'identifier. Ils eurent alors un coup de chance. Une personne qui vivait derrière la banque avait vu un homme sortir en courant de la banque pour ensuite disparaître derrière l'immeuble. Il y avait alors eu un nuage rouge. C'était sans doute le sachet d'encre qui avait explosé. C'était donc le voleur. Ce témoin nous a fourni le numéro de plaque du véhicule du voleur qui était immatriculé au Nevada. Cela confirmait les soupçons des agents. Le voleur ne venait pas d'Albuquerque. On a introduit ce numéro de plaque dans la base de données du Nevada et obtenu le nom du propriétaire du véhicule et son adresse. Il s'agissait de l'adresse d'un motel près de l'avenue principale de Las Vegas. C'était sans doute une fausse piste pour semer les policiers. Les agents étaient dans une impasse. Ils tentèrent alors autre chose en introduisant le même numéro de plaque dans la base de données d'une agence d'évaluation du crédit. Cette fois, ils eurent un coup de chance. Un prêt était enregistré à une autre adresse au Wyoming. Un agent sur place interrogea le propriétaire du véhicule. Il lui demanda où il se trouvait le jour où les vols avaient été commis.
L'homme déclara qu'il se trouvait au Wyoming, où il s'était présenté à une entrevue au service des postes. Son alibi fut corroboré plus tard par son superviseur. C'était un honnête citoyen et il ignorait que son véhicule avait un quelconque lien avec un crime commis à Albuquerque. L'homme déclara qu'il n'était plus en possession de la voiture en question. C'était son ex-femme, Carlita, établie à Albuquerque, qui l'utilisait. On a finalement retracé l'ex-femme du propriétaire de ce véhicule. On l'a contactée pour lui parler de la voiture et lui demander où elle se trouvait, qui la conduisait, qui en avait les clés et où elle se trouvait au moment où les vols de banque avaient été commis. Carlita déclara que le jour des vols, elle se trouvait à son lieu de travail. Elle déclara que plusieurs membres de sa famille vivaient dans le même secteur et qui lui empruntaient souvent sa voiture. Elle ignorait qui conduisait sa voiture ce jour-là. Selon elle, elle était garée dans l'aire de stationnement près de son appartement. Elle nous a toutefois dit que le réservoir contenait moins d'essence qu'au moment où elle avait laissé l'auto. Carlita accepta que sa voiture soit fouillée. Comme le sachet d'encre avait explosé, on pensait qu'on verrait peut-être des taches à l'intérieur du véhicule. Mais on n'a rien vu. Il était possible que le témoin ait mal noté le numéro de plaque d'immatriculation, bien que cela fût peu vraisemblable. J'avais des réserves sur ce qu'elle nous avait dit. Ça m'apparaissait un hasard trop étrange que ce véhicule aperçu par des témoins après le vol de banque et immatriculé au Nevada se soit effectivement retrouvé à Albuquerque. On ne disposait d'aucune preuve matérielle de la culpabilité de Carlita relativement à ces vols, mais il y avait quelque chose de suspect dans toute cette histoire. Les agents soupçonnaient un lien quelconque. Bien qu'on ait écarté le nom de cette femme de la liste des suspects, on voulait rester en contact avec elle pendant notre enquête.